Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois Hubert de Boisredon. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le PDG d'Armor Group. Vous publiez Le courage des chefs, vivre et diriger autrement. C'est aux éditions MAM avec cette notion de compagnonnage dont on va parler, que vous nous expliquerez tout à l'heure. Je veux bien que vous nous présentiez Armor Group pour commencer, fondé en 1907, si je ne me trompe. Autour de quel métier ? Oui, en fait, fondé en 1922. Ah, Exactement. 1922. Ouais. Voilà. Donc, écoutez, effectivement, je dirige Armor Group depuis 2004. Mhm. Armor Group, c'est une vieille entreprise nantaise, française, puisque elle a démarré avec le papier carbone, le fondatrice du papier carbone, Ouais. qu'utilisaient nos grands-parents pour copier les devoirs de leurs amis absents à l'école, voilà. Puis ensuite, elle a développé les rubans de machine à écrire, les rouleaux de fax, les cartouches jet d'encre, les cartouches laser qu'on fabrique encore, qu'on remet à neuf. Ouais. Et le cœur de votre métier aujourd'hui, Voilà. c'est Et quoi ? le cœur de notre métier, c'est les rubans transfert thermique, qui sont des rubans d'impression qui impriment les étiquettes code barre et les QR codes. Ok. Et Armor Group est devenu, était numéro 4 quand je suis arrivé en 2004, et aujourd'hui est largement numéro 1 mondial. Ça, il faut savoir qu'à peu près 4 étiquettes code barre sur 10 dans le monde sont imprimées par un consommable fabriqué par Armor Group. On s'en rend pas compte, mais vous êtes dans nos vies tous les jours, quoi. On est dans Armor est dans la vie de chacun tous les jours, que ce soit dans l'étiquette du saumon frais, du téléphone portable, de la voiture, chacune requérant des caractéristiques différentes, parce que entre l'étiquette qui dure 3 semaines alimentaire, ou l'étiquette qui doit résister à la chaleur, à la boue, à l'huile, etc., c'est des qualités d'impression complètement différentes. Ouais, effectivement, avec quelques chiffres, 2450 collaborateurs répartis dans une vingtaine de pays sur 4 continents, un chiffre d'affaires 2024 annoncé de 446 millions d'euros avec différentes filiales, c'est ça? Il y a 4 filiales. On a une vingtaine de filiales dans le monde. On exporte 90% de notre chiffre d'affaires hors de France, à peu près plus de 50% hors d'Europe. Ouais. On a un tiers de notre chiffre d'affaires aux États-Unis, donc effectivement, on est impacté aujourd'hui par ce qui se passe aux États-Unis, évidemment. Ouais. On est quand même très répartis entre l'Asie, l'Europe et les États-Unis. En fait, Armor Group, si vous voulez, c'est vraiment caractéristique des ETI, un peu à l'image du Mittelstand allemand à la française. Oui, voilà. ouais, qui fait la force de l'économie Voilà, allemande c'est la depuis force. des C'est années. pour ça que je fais partie de ceux qui défendent à fond les entreprises de taille intermédiaire, que j'appelle entreprises de taille idéale d'ailleurs, parce que ce sont des entreprises qui créent beaucoup d'emplois dans les territoires. On emploie 800 personnes à Nantes, mais qui indirectement font vivre plus de 5000 personnes. Donc ensuite, c'est des entreprises qui sont leaders en innovation. Les ETI, ça représente 35% de l'innovation, 35% des emplois, et leader à l'exportation. Donc c'est vraiment important de soutenir les ETI en France actuellement. Ouais, et puis on va consacrer toute une partie de cet entretien à votre programme Impact 2030, engagement stratégique sur cette période-là qui nous mène jusqu'en 2030. Mais alors je voudrais parler un peu de vous. Votre parcours, il est assez atypique. Il y a eu quoi? Il y a eu de la microfinance au Chili, c'est ça? Oui, c'est quoi l'histoire de Oui, en fait, j'ai eu un Boisredon? parcours assez atypique, qui n'était pas du tout programmé comme ça. Puisque après mes études, dans le cadre de mes études d'HEC, j'ai étudié à New York. À New York, j'ai vécu une expérience assez impactante. En fait, c'était le New York de Ronald Reagan. C'était mon livre de finance internationale. C'est le but de l'entreprise est de maximiser le profit de ses actionnaires, Milton Friedman. Bon, et en même temps, je voyais beaucoup de pauvreté à New York, beaucoup de désordre, etc. Et donc, je me suis à ce moment-là posé des questions. J'avais 21 ans sur le sens de ma vie, ce que je voulais faire. Et ce qui m'est apparu, c'est que je voulais donner du sens à mon goût pour la finance et l'entreprise. Et je suis, par un hasard de rencontre, j'ai fait un VIE, enfin un volontariat, dans une banque de développement au Chili, dont le Crédit Agricole était actionnaire, qui était piloté par l'ancien ministre de l'économie du gouvernement d'Eduardo Frei de démocratie chrétienne au Chili, et qui était spécialisé dans le développement du logement social et de la petite entreprise. Et là, avec un ami, on a réalisé que, au-delà de ce que cette banque faisait, il y avait 400 000 micro-entreprises, entreprises de 1 à 10 personnes, qui employaient la moitié de la population active chilienne et qui n'avaient aucun accès au crédit bancaire. Et au même moment, on a appris l'existence de la Grameen Bank au Bangladesh, fondée par Mohamed Yunus, prix Nobel de la paix aujourd'hui. Et en fait, ça nous a beaucoup impacté. Et on s'est dit, mais si ça existe au Bangladesh, pourquoi ça n'existerait pas au Chili? Et donc moi, je suis resté
de 2 ans, je suis resté finalement 7 ans au Chili pour développer cette banque de microcrédit qui s'appelait Contigo avec toi. Ouais. Ça a été une aventure passionnante et qui m'a montré, si vous voulez, à quel point l'entreprise, quand elle est mise au service de plus grand que soi et d'un bien pour tous, en fait, peut être extrêmement vertueuse. Et ça me marque encore aujourd'hui. Et ça vous guide dans votre Mais évidemment, rôle actuel évidemment, chez Armor c'est-à-dire Group, que alors que le Hubert de 21 ans qui était un peu choqué de dire le seul but de l'entreprise c'est de maximiser le profit, même si je suis un fervent défenseur de la rentabilité des entreprises, soyons clairs, mais ça peut pas être le but. Pour moi, c'est le moyen. Et le but pour moi, c'est l'épanouissement des personnes et c'est la transformation du monde, c'est l'amélioration du monde. Et là, j'ai vu au Chili, en fait, que une banque de microcrédit dans un quartier, on soutenait le développement d'un menuisier, et puis d'un poissonnier, et puis d'un fabricant d'anorak, les uns s'achetant aux autres. Petit à petit, on a vu tout le quartier se développer. Donc ça, c'est extrêmement enthousiasmant. Et moi, ça m'a fait dire, l'entreprise, ça vaut la peine. J'ai pas besoin d'aller forcément dans l'associatif. Je veux être un entrepreneur ambitieux pour mon pays, mais avec une finalité qui a une dimension sociale. Sociétale, on va dire. Voilà. On y reviendra avec l'impact 2030. Évidemment. Et alors, je voudrais qu'on s'appuie sur votre livre, Le courage des chefs, vivre et diriger autrement, publié aux éditions MAM. Et alors, il y a 2 mots. On va parler de compagnonnage dans un instant, mais il y a cette idée de vulnérabilité aussi, qui me semble un mot important. Et j'ai reçu sur ce plateau, il y a quelques semaines, Alexandre Fayolle, qui est le président d'Advance for the Planet, qui a écrit un livre sur la vulnérabilité, qui sponsorise des bateaux Vendée Globe avec ce mot vulnérable, et qui nous disait ceci, on va le réécouter. Et en fait, ces situations de vulnérabilité qu'on rencontre tous les jours dans l'entreprise, qui ont des niveaux d'impact très légers à très forts, sont chacune des opportunités pour évoluer, pour se transformer. Et c'est comme ça qu'on opère une transition dans une organisation. C'est en créant des organisations très vivantes, très résilientes, et qui vont se transformer continuellement et profiter de chaque crise, chaque opportunité pour évoluer et progresser. Vous dites, je vais vous citer, « Se reconnaître vulnérable, c'est enlever l'armure, faut refuser les masques et les cuirasses qui nous empêchent d'assumer notre authenticité pour oser aimer l'autre, collaborateur, client, fournisseur. » Comment vous faites de la vulnérabilité une force, un atout ? Oui, alors déjà, ce qui est amusant, c'est que j'ai fait partie des dirigeants qui ont proposé leur portrait vulnérable donc à l'exposition d'Alexandre Fayolle. Mais si vous voulez, la vulnérabilité, on a tendance à la voir comme de la faiblesse. Alors qu'au contraire, je pense que être vulnérable demande énormément de courage et de force. Parce que, si vous voulez, qu'est-ce qui fait que le dirigeant ne va pas montrer qu'il ne sait pas, par exemple, ne va pas oser dire ses points peut-être plus fragiles? C'est en fait la peur d'être mis en cause. C'est la peur qu'on découvre qu'il n'est peut-être pas tout puissant. Et en fait, cette peur est le contraire de la force. Cette peur le rend vulnérable, mais il ne montre pas sa vulnérabilité. Alors que celui qui ose dire simplement, écoutez, la vérité, c'est que dans cette situation-là, j'ai pas la solution. Par contre, je crois que collectivement, nous pourrions l'avoir. Et moi, j'ai besoin d'avoir votre avis pour qu'on définisse ensemble une perspective, des plans d'action, une stratégie, etc. Ce dirigeant-là va être beaucoup plus fort. Parce qu'il va savoir mobiliser un collectif. Et ça ne veut pas dire que, en tant que dirigeant, vous ne tranchez pas, vous ne prenez pas des décisions, et parfois des décisions qui vont déplaire à certains quand elles plaisent à d'autres. Absolument pas. Absolument pas. Mais je pense que être vulnérable, enfin, je fais le lien direct dans le livre Le courage des chefs. Ce courage des chefs que je veux mettre en avant, c'est pas un leadership de la puissance et de la domination. C'est un courage, c'est un leadership de l'authenticité et de la relation. En fait, il y a un lien entre vulnérabilité et authenticité. En fait, on est vulnérable quand on se montre tel qu'on est vraiment, tel qu'on est authentique. Et ça, je pense que c'est, moi, en parlant avec un certain nombre de jeunes notamment, c'est vraiment une vraie aspiration de pouvoir, même avec leur patron, avec leur manager, etc., avoir des relations simples en vérité. Mais alors moi, j'ai vécu, ou des proches ont vécu le management par la peur. Oui, mais moi aussi je l'ai vécu, d'ailleurs j'en parle, j'ai vécu chez Rodia notamment où j'étais dans les derniers temps, une expérience d'un dirigeant, management par la pression, par la peur et la défiance. C'est-à-dire que, et ça c'est terrible. Mais sauf qu'on pourrait se dire, c'est un vieux modèle, sauf qu'il est parfois encore à l'heure. C'est un modèle qui est extrêmement fort, vous devez entendre tous les jours sur ce plateau, enfin souvent en tout cas,
des personnes qui vous disent que dans d'une présentation devant certains même présidents du CAC 40, ils en arrivent à pleurer parce qu'il leur met des pressions absolument incroyables, il leur explique qu'ils sont complètement nuls, qu'ils n'ont rien compris, etc. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on fait progresser les entreprises, et c'est pas comme ça qu'on fait aimer l'entreprise. Et je pense que démolir la personne, la détruire, ne la fait pas grandir. Moi, je crois je vous interromps, mais voilà. ça participe de la mauvaise image parce que c'est pas seulement en France, mais en France, on a un rapport aux entrepreneurs qui est assez particulier, schizophrénique, caricatural parfois. Mais ce qu'on décrit ensemble, c'est-à-dire ce management par la peur, ça y participe? Mais bien sûr, parce que ça donne une image que l'entreprise est froide, que l'entreprise n'est pas relationnelle. Par exemple, on a appris dans nos grandes écoles souvent, et puis dans certains, en tout cas grands groupes, que voilà, et j'avais un patron qui me disait, voilà, si tu veux être un dirigeant efficace, tu dois ne jamais montrer tes émotions. Tu dois exécuter, être capable de licencier une personne sans que tu te poses de questions. Mais ça, c'est d'une efficacité de court terme, mais ça produit quel impact sur les salariés derrière? Je dis, ce dirigeant complètement inhumain, je n'ai aucune envie de le suivre. Donc, ils vont ne pas lui dire en face ce qu'ils pensent par peur, et donc ils vont le laisser se planter tout seul. Et ce que je dis sur le plan économique est vrai sur le plan politique aussi. Oui, c'est-à-dire c'est sûr que des politiques qui reconnaissent leur vulnérabilité, on ne va pas en trouver beaucoup. Oui, mais n'empêche que si vous voulez reconnaître simplement qu'on ne sait pas, reconnaître qu'on a besoin de l'autre, en fait, c'est ça. En fait, je considère que c'est considérer la personne, et en fait, c'est être un leader qui entraîne. Oui, alors, je voudrais qu'on s'arrête maintenant sur ce mot compagnonnage que vous utilisez pour décrire un mode de leadership. Ça rejoint ce qu'on vient de dire, j'imagine, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le mot compagnonnage? Alors, si vous voulez, la conviction que je mets en avant dans le livre Le courage des chefs, c'est que le monde a besoin de leaders cohérents et alignés sur leur idéal, et qui sont capables de trouver une voie qu'on appelle le leadership de la ligne de crête entre les contraintes du réel et cet idéal. Mais le constat, c'est que c'est très difficile, quand on reste seul, de rester fidèle à son idéal. Parce qu'il y a la pression du regard des autres, il y a les injonctions, il y a les tentations de la gloire, de l'argent et de l'ego qui sont là, qui font qu'on peut très facilement dévier, et on le voit tous les jours, que ce soit en économie ou en politique. Et donc la conviction, c'est qu'on a besoin, en fait, pour rester cohérent et aligné, d'une altérité. C'est-à-dire d'un vis-à-vis, ou de plusieurs vis-à-vis, mais de vis-à-vis d'une personne de confiance qui soit suffisamment proche et bienveillante pour nous encourager quand on est fidèle à notre projet, mais qui soit aussi suffisamment libre pour nous interpeller quand il voit qu'on est en train de se mettre sur le côté. Mais ça a quelles conséquences dans l'organisation d'un groupe comme le vôtre? Alors, la démarche de compagnonnage que l'on propose, notamment parce qu'on est avec un associé qui s'appelle Louis Faure, on a développé... alors ça, c'est en complément d'Armor Group, une entreprise d'accompagnement de dirigeants qui s'appelle EOTecum. D'accord. EOTecum, ça veut dire, en latin, ça veut dire « j'y vais avec toi ». On a remplacé le C du cum par un K, donc EOTecum. Et on propose cette démarche de compagnonnage. Bon, ça ne se fait pas forcément dans l'entreprise, et pas forcément... C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis en compagnonnage avec Louis, mais mes collaborateurs ne le voient pas, Louis. Enfin, c'est-à-dire que par contre... mais est-ce que vous pourriez, pardon, je vous interromps, mais est-ce que vous pourriez décliner, je repose la question sur l'organisation d'un groupe comme le vôtre, d'une ETI, est-ce que ça peut se décliner dans l'organisation? Mais bien sûr, et de fait, on propose aussi des accompagnements de changement d'organisation, en proposant au sein des équipes des compagnonnages. Alors, on va l'appeler plutôt binomage parce que c'est plus, c'est pas forcément sur la même durée, mais où, par exemple, il peut y avoir un binomage entre un responsable marketing et un responsable industriel. Le but étant de s'aider à réussir chacun. Voilà, c'est vraiment le but. C'est toujours dans le compagnonnage. Je confie une intention de progrès. Sur quel domaine j'ai envie de progresser? Et l'autre m'aide et peut m'interpeller sur ce sujet. Il n'a pas autorité à m'interpeller sur n'importe quel sujet, sur ma vie personnelle, etc. Mais sur ces sujets-là. Et donc, par exemple, ça peut être s'aider à mieux être en relation avec ses collaborateurs, à peut-être mieux présenter ses projets, à être plus clair, etc. Et donc, ça crée aussi une complicité, un peu comme... l'image la meilleure qu'on a, c'est celle de la cordée pour grimper un sommet. On y va seul, on est en risque. On est en cordée avec un compagnon de cordée, eh bien, on est beaucoup plus solide. Et s'il y a un dérapage, l'autre nous retient. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Et en même temps, il nous encourage, vas-y, t'es bientôt arrivé.
Je l'ai vécu dans l'ascension du Mont Blanc. Heureusement que j'avais des compagnons de cordée pour me soutenir quand j'avais plus du tout de gaz. Alors il y a un principe dans cet entretien, dans ce Prêt pour l'impact, c'est que l'invité pose une question à celui qui va lui succéder sur ce plateau. La semaine dernière, on avait Ludovic Duplessis, qui est le président de la maison de champagne Telmont, et voici sa question. Bonjour Hubert, déjà je voulais vous féliciter pour tout ce que vous faites. Car vous êtes un grand groupe et vous arrivez à faire bouger les choses. Donc bravo pour ça. Et donc ma question, elle est très simple. Je pense que vous êtes à peu près 2000-2500 collaborateurs dans le groupe. Comment est-ce que vous arrivez à fédérer ces 2500 collaborateurs autour de ces notions d'environnement? Voilà, c'est pas juste le CEO qui doit y aller, c'est un combat qu'on doit tous soutenir. Et donc comment est-ce que vous arrivez à fédérer tout le monde? Et alors ça ouvre évidemment le chapitre de cet entretien autour de cet engagement stratégique Impact 2030. C'est pas si facile de fédérer quand on a 2500 collaborateurs et qu'on est sur 4 continents. Je remercie beaucoup Ludovic Duplessis pour sa question, parce que c'est vraiment ce qui m'anime. Fédérer les équipes autour d'un projet. C'est vrai que notre projet d'Armor Group, c'est, en résumé, de réconcilier industrie, technologie et écologie. Voilà. C'est de croire que tout notre savoir-faire peut être mis au service d'une amélioration de la lutte contre le changement climatique, etc. Et on a, pour ça, bâti un programme qu'on appelle Impact 2030 avec les équipes, qui vise en fait à réduire, premier objectif, de 35% de nos émissions de carbone d'ici 2030 et d'aller vers la concrétisation des accords de Paris. Mais là où ça a une spécificité, c'est que on pourrait se dire, on a un business plan business d'un côté, avec des chiffres de rentabilité, et puis de l'autre côté, on a un truc développement durable, RSE, sur le côté. Ce que j'ai souhaité avec les équipes, c'est d'avoir un seul plan. Notre plan stratégique, il unifie le business, les objectifs de rentabilité et les objectifs 24-2030, avec une conviction, c'est que pour qu'on soit efficace sur les réductions d'impact carbone, il faut aussi qu'il y ait un sens économique à ça. Je vais vous donner plusieurs exemples. Par exemple, on remanufacture, on remet à neuf des cartouches d'impression laser pour les entreprises. Bon. Eh bien, plus on en fait, plus ça réduit l'empreinte carbone, parce que ça veut dire, là, par exemple, on fabrique 2 millions de cartouches laser remises à neuf. Eh bien, c'est 2 millions de cartouches qui ne sont pas brûlées, jetées, incinérées, mises en décharge, etc., et que l'on préserve pour l'environnement. Plus on le fait, plus ça développe notre business en même temps. Ensuite, nos équipes viennent d'innover dans un nouveau produit qui s'appelle la WR-XL, qui est un ruban d'impression, qui est sans solvant, qui est ultra fin. On a réduit le grammage de plastique de 30%. Il a des propriétés exceptionnelles. Eh bien, plus les équipes vont le développer avec succès, plus ça va avoir un impact carbone. Enfin, on vient de construire une nouvelle usine de composants pour batteries, de collecteurs enduits. On a investi 40 millions d'euros pour cette usine. Ces composants permettent d'améliorer la performance des batteries lithium-ion et sodium-ion, etc., de 20%. Bon, plus on va développer ces batteries-là, plus ça va avoir un impact positif sur l'environnement. Donc c'est vraiment ça la logique, c'est de dire, voilà, il faut avoir des objectifs qui sont réalistes, qui sont motivants pour tous. Et là, c'est comme ça qu'on devient efficace. Ce que j'entends, c'est une logique d'éco-conception, en fait. Ça passe par l'innovation. Ça passe complètement par l'innovation. Par exemple, on a un programme qui s'appelle Grams, qui vise à diminuer les grammages, l'épaisseur d'encre sur nos produits, l'épaisseur du plastique. Un autre produit qui s'appelle ANAV, analyse de la valeur, où on va aussi remplacer par exemple des produits polluants par des produits bio, etc. Enfin, vous voyez, c'est vraiment de viser une amélioration, mais toujours que c'est une cohérence économique. On peut pas. Je vois que ça marche pas si vous avez un produit qui est vendu 100 et que pour le rendre écologique, il vaut 300, il n'y aura pas de clients et à la fin, ça va rater. Et mon expérience, c'est qu'il faut viser cette convergence, donc cette ligne de crête. Même si ça prend un peu plus de temps, parce que ça veut dire qu'il faut avoir conçu le produit, s'assurer qu'il est rentable pour le proposer, ça demande effectivement de fixer des objectifs clairs aux équipes et que l'énergie soit bien concentrée là où elle doit être, c'est-à-dire cette unité, cette ligne de crête entre business et écologie, toujours. Et alors, ça passe aussi par un peu plus de sobriété, parce que c'est aussi un mot, c'est-à-dire que par exemple, une réduction de votre consommation d'énergie, quand on construit une nouvelle usine, j'imagine qu'on intègre cette dimension aussi. Évidemment, là par exemple, on vient de faire un investissement de plusieurs millions d'euros d'un recycleur de solvants qui fait que nous n'aurons plus besoin d'acheter du solvant, que tous les solvants qu'on utilise vont être recyclés
Donc ça veut dire pas d'émissions, voilà, pas de dépenses de solvants, et puis effectivement un gain économique, puisque moins d'achat de solvants veut dire meilleure rentabilité pour nos produits. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi une logique de souveraineté derrière ça, Alors, qui n'est oui, peut-être pas oui. prioritaire, mais qui finalement, plus on va dans une économie circulaire, c'est mécanique, hein, j'ouvre une porte ouverte, mais bon, plus on est souverain. Bah, la souveraineté nationale, la réindustrialisation de la France est un des sujets moi, qui me motive énormément, qui motive beaucoup de TI d'ailleurs. Ouais. J'étais lundi dernier au dîner avec le président de la République de Choose France, qui rassemblait l'ensemble des entreprises qui investissent en France pour développer. Voilà, et c'est indispensable. Par exemple, Armor est actionnaire de nouvelles unités industrielles pour devenir le leader des fabrications de panneaux solaires photovoltaïques en Europe, qui sera en Moselle, qui s'appelle Holosolis, Ouais. et qui va créer 2000 emplois. Ça, c'est vraiment l'exemple d'un secteur dans lequel on était bon et qu'on a laissé filer. Alors, Hein. est-ce que vous réalisez que 98% des panneaux solaires en France sont importés de Chine? Bien sûr. On est complètement dépendant. Nous-mêmes, on a essayé de développer un projet de film photovoltaïque, on a dû arrêter. On a une entreprise voisine qui a dû fermer, licencier 50 emplois. En Bon, fait, mais ça sert à quelque chose quand même d'essayer encore mais d'une certaine façon absolument, parce que je pense qu'il y a d'une part, il faut qu'on arrête d'être naïf. Une des raisons de nos échecs, de cette invasion de produits chinois, c'est que les produits chinois n'ont pas les mêmes contraintes que nous. Que ce soit sur l'emploi, parfois même des enfants, des personnes, du droit social, des contraintes de l'environnement, et on se laisse envahir de produits. L'exemple de Shein, on en parle beaucoup en ce moment, mais c'est vrai aussi des panneaux photovoltaïques. On laisse entrer des produits, alors qu'ici, on a des exigences absolument terribles. Oui, Donc, qu'on ne pas respecter les mêmes normes. Donc quoi, moi, au je départ. ne suis pas un fan des droits de douane, mais il faut mettre sur ces produits-là des protections, c'est évident. C'est européen, ça. Voilà, au niveau européen. Ça, c'est urgent. Sinon, on va avoir des pans entiers de notre industrie qui vont disparaître. D'autant plus que les Américains, eux, mettent des protections très fortes. Résultat, les producteurs chinois envahissent l'Europe des produits qu'ils ne peuvent plus envoyer aux États-Unis. Donc, il faut qu'on réagisse très vite quand même, parce qu'on est menacé de manière très claire. Ouais. Quand on parle de réindustrialisation, il y a quand même un écueil qui est l'écueil de l'acceptabilité. C'est-à-dire que si on a laissé filer certains secteurs, c'est parce qu'on ne voulait plus avoir d'usines polluantes, de mines à proximité de chez nous. Oui, alors en partie, je pense aussi qu'il y a un peu l'illusion de vouloir toujours acheter les produits moins chers. Ouais. On peut comprendre, mais au point où ça se retourne contre nous. Ouais. C'est-à-dire, j'étais responsable chez Rhodia du paracétamol et de l'aspirine en vrac au niveau mondial. Bon, j'ai assisté à comment on a petit à petit stoppé toutes nos usines de paracétamol, et puis après on pleure et on va redépenser des millions et des millions pour recréer ce qu'on avait en fait. Ouais. Mais on a voulu gagner de l'argent à court terme, et résultat, ça se retourne contre nous parce qu'on se retrouve complètement dépendant. Donc je pense qu'il faut revenir encore une fois au sens de l'économie. L'économie, c'est construire. L'économie doit être au service quand même des populations, des pays, et aussi dans une certaine indépendance, parce que sinon on rentre dans des jeux de pouvoir qui nous font du mal, et qui font qu'on est très affaibli à la fin. Vous le dites, hein, et vous l'avez expliqué, il faut réconcilier en quelque sorte cette ambition industrielle et l'urgence écologique en gardant l'objectif de rentabilité. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des choix stratégiques que vous n'avez pas fait, alors qu'ils pouvaient réduire l'impact environnemental de vos activités, parce que tout simplement vous avez dit mais on va dans le mur, ce ne sera pas rentable. L'exemple, c'est nos films photovoltaïques souples. Je pensais que c'était une excellente... Enfin, là, on a beaucoup investi. On a investi 100 millions d'euros, hein, donc c'est énorme. Et ça pouvait couvrir les toits fragiles, les façades de bâtiments, plutôt que de couvrir des surfaces agricoles. Ça pesait 30 fois moins lourd que des panneaux solaires. Ça utilisait ni métaux rares, ni silicium. On aurait pu créer des centaines et des milliers d'emplois. Ça cochait énormément de cases. Voilà, simplement, les énergéticiens français clairement m'ont dit, nous, on préfère importer des panneaux chinois, ça nous coûte moins cher, on a plus de marge. Pourquoi on va aller soutenir une innovation française ? Et bon, à la fin, on a dû acter. Et puis après, les contraintes réglementaires étaient telles que c'était très difficile. Le gouvernement trouvait que c'était génial, mais finalement, on n'a pas débloqué les fonds pour nous aider suffisamment, etc. Donc, on a dû arrêter. Et c'est dommage. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas cesser de vouloir innover. Je pense que c'est aujourd'hui le muscle du rebond économique français, c'est l'innovation. C'est pour ça qu'il faut soutenir l'innovation. Le crédit impôt recherche, en tout cas pour les PME, ETI, est absolument essentiel. Parce que c'est ça qui va nous permettre de relever la tête. Un dernier mot sur cet engagement collectif dont on a parlé. Est-ce que c'est aussi, ça améliore votre marque employeur? Est-ce que ça vous permet
de mieux recruter, de mieux fidéliser vos salariés? Ah oui, absolument. Ben, je pense que notamment les plus jeunes aujourd'hui, en fait, recherchent un environnement d'entreprise qui leur permet de rejoindre leur idéal. Il y a quand même tout de même encore un idéal, une conscience du chaos climatique et de l'état du monde, même si aujourd'hui on dit qu'il y a un peu un retour en arrière. Enfin, les jeunes, ils savent très bien que c'est eux qui vont porter l'avenir. Et la deuxième chose, ils veulent un environnement humain positif. C'est-à-dire que, et là on revient à nos discussions d'avant, la qualité de relation avec leur manager est essentielle. D'où l'importance aussi d'un management humain, d'un management de la relation et d'un leadership qui donne du sens. Merci beaucoup Hubert de Boisredon et à bientôt sur Bismart Fortune. Merci, Je rappelle le titre de ce livre, Le courage des chefs, c'est publié aux éditions MAM. À bientôt Merci. et encore bravo. Merci On passe beaucoup, tout de suite Sarah. à notre rubrique Startup.